Voilà, je vais laisser la place donc à Guillaume Perrochot, qui va vous régaler de ses sciences. Tu as le micro. Ah, j'ai un micro. Ah, bah oui. Non, mais il est. Ah, d'accord. Bonjour à toutes et tous. Peut-être, je sais pas, vous pouvez faire une translation vers là, hein, n'hésitez pas. Vous êtes tout au bout là-bas, les jeunes, là. Et... Comme vous voulez. Hein. Alors, c'était juste. Je montrais tout à l'heure, à côté, en discutant. Avec notre collègue là, qui s'occupe de filmer, pourquoi est-ce qu'on faisait des sciences humaines et sociales dans une école d'ingénieurs? Et je veux dire, il y a un des problèmes qu'on se pose dans l'ingénierie, c'est celui-ci, c'est celui de la conception versus l'expérience de l'utilisateur. Donc le concepteur, et l'ingénieur est un concepteur, il conçoit des objets techniques pour résoudre des problèmes. Hein. Il va concevoir, on lui a dit par exemple un ingénieur en BTP, enfin en génie civil, on lui a dit, ben voilà, on aimerait bien que les gens mettent pied à terre, hein, pour pas qu'ils traversent direct en vélo et qu'ils passent par le passage clouté. Voilà, donc lui, il conçoit ça, hein, et bien sûr, l'utilisateur, lui, il fait ça avec son vélo. Donc on voit bien la trace. Hein. Donc la question de savoir comment les individus et la société interagissent avec les dispositifs techniques, et en retour, comment les dispositifs techniques agissent sur les individus, c'est une question centrale. Et donc voilà, nous on se pose cette question-là. Avec donc des articles, des thèses, etc. etc. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler vraiment de ça, encore que c'est extrêmement lié, vous allez le voir. Je vais vous parler des nouveaux apprentissages, des nouveaux espaces d'apprentissage. Et en fait, voilà la conférence, elle tient en une page. Incompréhensible à peu près, si vous avez fait de la sociologie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de la sociologie, des sciences humaines? Donc, il y a pas mal de mots compréhensibles et des gros mots là-dedans, donc je vais vous la lire une bonne fois pour toutes. Hein. Le lieu d'enseignement a été créé pour faciliter l'accès à la connaissance et à sa transmission. Bon, ça va. Ce paradigme, celui de la transmission, devient obsolète car l'accès à l'explicite est universel. On reviendra sur tous les mots, un par un, pendant toute la conférence. Et n'a plus besoin de lieu spécifique. Et l'esprit des apprenants est l'enjeu d'une lutte acharnée pour l'attention. Mais si l'on comprend que la connaissance est tacite, distribuée, et que l'apprentissage est situé dans la sociomatérialité, je reviendrai sur tous les mots, mais c'est fait exprès. Hein, d'autres lieux peuvent être imaginés avec en particulier des affordances favorisant l'apprentissage, etc., etc. Donc, je vais mettre en gros chaque bout de phrase et je vais vous montrer des images pour vous expliquer tout ça. Donc, les lieux d'enseignement ont été créés pour faciliter l'accès à la connaissance et la transmission de la connaissance. Voilà, ça c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève. À Paris, c'est un lieu que j'adore, c'est magnifique. Quand j'étais étudiant, j'y allais souvent. On y est bien déjà, il y a rien de quelque chose. Et ce qu'on voit bien, c'est que c'est un lieu qui a été créé pour que n'importe qui puisse accéder à des centaines, des milliers d'ouvrages. Donc le travail de la bibliothèque et le lieu même a été construit pour rendre disponible à un seul endroit énormément de connaissances. Vous n'avez pas besoin de faire le tour de 25 bibliothèques pour avoir... donc on a besoin de lieux très grands, avec une très très grande capacité de stockage, pour pouvoir mettre en un seul lieu toute la connaissance. Et en plus, les bibliothèques étant toutes reliées entre elles, ceux qui... je vous parle d'un temps qu'elle est moins de 20 ans, etc. Vous alliez à la bibliothèque, il n'y avait pas le livre, il y avait une relation entre bibliothèques, et hop, 3 jours après... le livre qui, lui, était à Nantes, c'était arrivé à la bibliothèque de Marseille. Vous pouviez voilà, ça marchait comme ça, la bibliothèque. Et donc le lieu, très ancien, hein, était créé pour ça. Ça, c'est un peu plus moderne, c'est la bibliothèque Georges Pompidou, à Paris. Vous avez vu le nom de la rose, hein, il y a déjà une bibliothèque dedans, hein, ce qui fait la rareté. Et il y a des gens, c'était un commerce, il y a des gens qui faisaient des milliers de kilomètres pour aller dans ces lieux. Et le travail de ces lieux, c'était de les stocker et de les préserver avec des copistes. Donc l'architecture, le lieu, a été construit pour stocker de la connaissance et pour pouvoir favoriser l'accès à cette connaissance. Et d'ailleurs, on s'en fout que le lieu soit beau. On voit bien, là, j'ai fait exprès d'en prendre une pas super belle, mais l'important, c'est que sa fonction soit remplie. C'est qu'on sache, on sait qu'il y a un lieu où on peut aller et il y a de la connaissance explicite, disponible. Elle est explicite, la connaissance. Hein. Elle est explicite, c'est parce qu'elle a été traduite en symboles, en écriture. Elle a été explicitée. Ça, c'est très important. Elle a été explicitée. Et c'est pareil pour l'amphithéâtre. Un amphithéâtre, autre lieu symbolique, il y a 2 lieux symboliques de l'université et de l'enseignement supérieur, la bibliothèque et l'amphithéâtre. L'amphithéâtre,
Si vous regardez, qu'est-ce qui saute aux yeux? Bon, déjà, c'est le bazar. Hein. À l'époque, c'était plus le bazar, hein, peut-être. C'est en Sorbonne, il y a très longtemps. Mais on voit bien quand même qu'il y a quelqu'un qui est ici, tout seul, comme moi en ce moment, et des gens tout autour, voilà. Et il y a un flux. Il y a un flux qui va de là vers là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui est dépositaire, quelqu'un qui sait, un sachant, dépositeur d'une connaissance explicite, il a beaucoup travaillé, beaucoup appris, et il est là pour la diffuser vers des gens qui ne savent pas encore. Donc ils ont accès à la connaissance. C'est encore un lieu d'accès. Hein, la bibliothèque, c'est un lieu de stockage, vous avez accès à la connaissance explicite. L'amphithéâtre, c'est un lieu de diffusion de l'explicite. Ça ressemble complètement, d'ailleurs, hein, un amphithéâtre, si vous tapez les amphithéâtres, ça c'est pas du tout un amphithéâtre d'enseignement, c'est un amphithéâtre pour les jeux, mais on est toujours pareil, il y a une scène où il se passe quelque chose et il y a des spectateurs. Donc il y a vraiment une dualité entre quelqu'un qui performe, quelqu'un qui produit, qui diffuse, et d'autres qui reçoivent. Aujourd'hui, ça ressemble à ça, un amphithéâtre. Enfin, parfois ça ressemble à ça aussi, hein, pour dire vrai. Hein. Bon, souvent, on espère souvent que ça ressemble à ça. En début d'année, ça ressemble à ça. Quand il y a quelqu'un de brillant qui arrive ou de connu, ça ressemble à ça. Quand c'est obligatoire et qu'il y a l'appel et que sinon il y a une sanction, ça ressemble à ça. Mais ça peut ressembler quand même souvent à ça, l'amphithéâtre. C'est bête, qu'est-ce qui se passe alors, hein? Donc, je reviens sur, vous connaissez, c'est la mire, hein, la mire de la télévision, c'est le symbole de la diffusion. Voilà. Donc on est vraiment dans un paradigme ancien, qui date de l'époque des Lumières, qui date du début de la connaissance explicite, qui est celui de la diffusion. Hein, l'idée c'est qu'on stocke, et puis une fois qu'on a stocké, on peut diffuser. Et avec le rôle central du lectureur. J'adore ce mot, enfin, je déteste ce mot. La première fois que j'ai vu ma carte de visite traduite en anglais, c'était enseignant-chercheur en français, et de l'autre côté c'était marqué lecturer. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je regardais, ça se dit comme ça, hein, lecturer. Donc en fait, vous êtes un lecteur. Quand vous êtes à haut niveau dans l'université façon anglo-saxonne, vous n'êtes plus qu'un lecteur, en fait. C'est terrible. Et d'ailleurs, si vous tapez lectureur et que vous regardez les images, vous cliquez sur images, hop, et là, qu'est-ce qu'on voit? Plein de photos de gens mis en scène dans un espace de diffusion de la connaissance, que ce soit une salle de classe ou un amphithéâtre. Il est là, il est beau, il est charismatique, il fait un show. Regardez comme celui-là, j'ai l'impression qu'il est super intelligent. Hein, et il y a des signes qu'on ne comprend pas au tableau, etc. Voilà, il a un très beau nœud papillon. Voilà, il y a plein de gens brillants, des belles femmes, etc. Et puis les gens en face sont fascinés, ils écoutent et il fait sa lecture. D'ailleurs, même dans le comment dirais-je, le financement, la manière dont sont rétribués, ça vaut 2 fois plus de donner une lecture que de faire un TD ou un TP. En général, c'est le professeur qui fait la lecture en amphi, traditionnellement, hein. Et puis ses assistants et ses thésards et les jeunes post-docs qui font les TP. Et ça marchait bien dans le domaine dans le paradigme de la diffusion de la connaissance. Ça marchait très bien, puisqu'en effet, le professeur, c'était lui qui avait le plus de connaissances, qui avait activé en lui le plus de connaissances, qui était le plus capable de donner de la connaissance très pertinente et très profonde. Donc c'est lui qui est le mieux payé, et quand il fait 1 heure d'amphi, ça vaut 2 heures de TB et 3 heures de TD. Voilà. Bon, ce paradigme, celui de la transmission, hein, je reprends du coup, à chaque fois, oui, j'ai repris ma petite... donc là, c'est pour la première partie. Hein, donc, le lieu d'enseignement ont été créés pour faciliter. Et on porte encore cette trace, hein, c'est le poids, c'est l'inertie. Vous allez créer même aujourd'hui, hein, si on veut créer une université, vous allez voir les architectes débarquer avec d'abord les bibliothèques et l'amphi. Hein, c'est ce qu'on appelle du dominant design. Hein, c'est une conception dominante. C'est rentrer. On ne remettra jamais en cause ça. Comme une voiture, ça ressemble à une voiture. Voilà. Il y a 4 roues, et des portes. On a du mal à penser une voiture totalement autrement. Et on a du mal à penser une université et un lieu d'apprentissage totalement autrement que ce qu'il a toujours été et ce qu'on a connu. Voilà. C'est comme ça. Donc on est encore sous le poids et on ne va pas tout raser. Donc il faut bien qu'on utilise toutes les infrastructures géniales comme celle-ci que nous avons. Voilà. Ce paradigme, celui de la transmission, cela dit, il devient obsolète. Parce que l'accès à l'explicite est universel, en tout cas dans les pays riches.
qu'est-ce que c'est que cette histoire de connaissance explicite? Je vais revenir un petit peu là-dessus. C'est quoi l'accès à l'explicite? Pourquoi est-ce qu'il est devenu obsolète? Au départ, l'explicite, c'est ça. L'encyclopédie et les Lumières. Ça, c'est la gravure qui est en deuxième page de l'encyclopédie des Lumières, et vous voyez la déesse connaissance là-bas, qui brille de mille feux, hein, et qui éclaire de sa lumière tous les gens. Et dans cette encyclopédie, en effet, c'était formidable, parce que même si vous étiez au fin fond de la Vendée ou de la Bretagne, si tout d'un coup vous pouviez accéder à une encyclopédie, vous aviez accès à toute la connaissance du monde. Donc c'est quand même extraordinaire, le fait qu'on ait réussi à l'expliciter. C'est ça l'idée géniale de Diderot et des encyclopédies, c'est de se dire, d'abord c'est basé sur une technologie, il faut le savoir, ça n'aurait pas marché si on n'avait pas inventé la machine à imprimer. Grâce à la machine à imprimer, on n'a plus besoin de copistes. Donc, vous voyez l'éternel lien entre la science et la technique. Hein. Donc grâce à la machine à imprimer, en particulier à vapeur, plus tard, on peut commencer à imprimer. Et puis les technologies du papier aussi, on n'est plus sur du parchemin. On peut imprimer des livres. Les premiers livres, c'était des bibles, parce que c'est ça que les gens voulaient. Puis à partir des Lumières, ils se sont dit, mais en fait, on va expliciter tout ce qui est connu, on va l'expliciter, on va le raconter. Dedans, on raconte comment on fait du miel, comment on fait une ruche. Hein. Il y a des choses sur l'agriculture, il y a des choses sur le bricolage, il y a énormément de choses dans les premières encyclopédies. Toute la connaissance du monde est explicitée et diffusée. Donc c'est extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, hein, cette histoire d'encyclopédie. Hein. Voilà, ça c'est la première encyclopédie. Et elle a un coût en elle-même. Hein. Enfin, elle avait un coût. Parce que ça, c'est une encyclopédie Hachette. J'ai fait ce matin, 5 octobre. Mise en ligne le 5 octobre à 17h47. Ça coûte 30 € toute l'encyclopédie Hachette. Bon, elle est de 1961, mais elle est beaucoup plus à jour que celle de Diderot. Hein. Enfin, je ne sais pas combien de volumes. On a connu ça, mais vous ne connaissez pas. Mais vos parents ou vos grands-parents s'endettaient sur plusieurs années pour acheter une encyclopédie. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils l'ont fait, parce que mes parents viennent de... Ma mère est coiffeuse, mon père est employé. Il n'y avait pas spécialement de livres à la maison, mais ils se disaient il faut qu'ils aient accès à la connaissance, ce petit. Ils se sont endettés pour acheter une encyclopédie, qui était rangée sagement, comme ça, dans le salon. Il n'y a que moi qui l'ouvrais, hein, en gros, hein, mais c'était génial, quoi. Et ils ont mis plusieurs années à la payer, cette encyclopédie. Maintenant, c'est 30 € sur le Bon Coin. Vous voyez, quand je parle de comment on a switché d'un truc qui était super rare, hein, le paradigme de cette connaissance, rare, chère, compliquée, qu'on doit stocker, qu'on doit diffuser, et maintenant, elle est l'explicite. Hein, et l'explicite devient universelle. Vous reconnaissez cette image? C'est quoi? C'est Wikipédia. Wikipédia, c'est une encyclopédie qui est beaucoup plus importante en taille que toutes les encyclopédies que nous avons. Et il y a d'infinies controverses là-dessus, mais en gros, elle est relativement juste. Hein, parce que toutes les études qui ont été faites, il y a une étude récente qui a été faite pour comparer Britannicus, l'encyclopédie Britannicus et Wikipédia, en tirant des articles au hasard, en les faisant relire par des scientifiques spécialistes du domaine, bah, le taux d'erreur est le même. Hein. Donc c'est une encyclopédie maintenant qui est carrée, hein, qui est un bon reflet de ce que l'on sait de façon explicite. Je faisais une petite nuance dans mon texte, je disais, entre parenthèses, c'était marqué « dans les pays riches ». Parce que si vous allez en Afrique, vous ne trouverez ni l'encyclopédie en papier, ni Wikipédia, parce qu'il n'y a pas d'Internet. Hein. Donc là, je fais une toute petite aparté pour vous raconter un projet qu'on a fait à l'ISEN avec des étudiants il y a l'année dernière. Ça a été financé en juin 2016. Ils se sont dit, on va mettre Wikipédia sur une clé USB avec un installateur automatique qui va installer Wikipédia sur des PC. Parce que souvent, on va en Afrique et on électrifie une école avec des panneaux solaires. Donc ils ont un PC. Ok, super, mais il n'y a rien sur le PC et il n'y a pas d'Internet accessible dans beaucoup de villages dans le monde. Par contre, si vous amenez Wikipédia avec une clé USB, ça pèse à peu près 16 gigas avec les images en français. Hein. Tac, et vous mettez Wikipédia sur le PC. Et là, soudain, c'est comme si vous leur avez amené 30 volumes d'une encyclopédie. Hein. Donc ça, c'était la nuance. Donc là, vous voyez, ce que je dis là est vrai que dans certains contextes. Hein. Dans le contexte africain, c'est pas la connaissance explicite et l'accès à la connaissance explicite reste rare et compliqué. Mais chez nous, non, il n'est pas rare et compliqué. Pas du tout même. Je vais essayer de faire une expérience.
Quelle est la capitale de la Namibie? Bon voilà, il n'a pas lu, d'habitude il y a une voix, mais c'est Windhoek. Voilà. Ça, c'est le rapport qu'ont les gens de cette génération à la connaissance. Ils ne sont pas allés dans une bibliothèque, et même pendant une discussion, c'est comment déjà le truc? Attends, je ne sais plus, hop, on tape, on sait toujours. Donc on est dans l'illusion que l'explicite, ce n'est pas un problème. L'explicite, on le trouvera toujours. L'explication de tout est disponible. Il n'y a pas besoin d'aller dans une bibliothèque, on l'aura toujours. Il n'y a même pas besoin de le mémoriser. On l'aura toujours. Ça, il faut quand même... ils vivent dans ce monde-là, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, et c'est nous qui l'avons fabriqué. Et nous aussi, on y vit d'ailleurs. Hein? C'était OK Google. Mais Siri fait ça aussi. Donc Google, Siri, ils ont mis en place tous ces systèmes qui sont basés sur toute l'infrastructure technologique, des serveurs connectés entre eux, de l'Internet, de la reconnaissance vocale, des moteurs de recherche qui sont capables de vous servir ça sur un plateau. Il y a beaucoup de technologie dedans, mais elle est masquée, elle devient... c'est banal ce que je viens de faire. Complètement banal. Alors que c'est fou quand on y pense. Mais c'est banal. Vous allez me dire, oui, ok, ça c'est que du Wikipédia, mais bon, quand même, l'enseignement supérieur, c'est autre chose. Eh ben, non. Pas tant que ça. On est en train de faire un MOOC là en ce moment. Donc on va en filmer, donc ça sera en ligne. Et je vous assure que la plupart des cours que je fais, je pense qu'on trouve en ligne bien meilleur, fait par un prof brillant de Stanford ou je ne sais quoi. Il suffit de chercher. Moi j'aime bien cet exemple, ça c'est un extrait d'un article, je ne vais pas vous le lire, mais l'histoire elle est géniale, quand je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça génial. Le PFL, donc l'école polytechnique de Lausanne, c'est une des meilleures écoles d'ingénieurs du monde, ils ont je ne sais pas combien de prix Nobel. Ils ont mis en ligne énormément de leurs cours en français. Là, il se passe un truc dans un village, dans une ville, pas du tout dans un village, dans une ville, donc connectée avec de l'internet, etc. Des étudiants de niveau Bac+2 se disent « Ah, quand même, on aimerait bien se pencher sur les microcontrôleurs. » Alors nous, ça nous intéresse les microcontrôleurs à l'ISEN, par exemple, parce qu'on en fait beaucoup avec les étudiants. Ils vont en parler à leur lectureur, ou à leur maître de conf, ou à leur prof, qui leur disent « Oui, peut-être pas cette année, on va voir, peut-être oui, c'est vrai, ça va venir. » Mais bon, après, il y a toutes les lourdeurs administratives aussi de changer les maquettes pédagogiques dans les universités, bien sûr. Et donc, les gars, ils se sont démerdés. Ils sont allés, ils ont acheté quelques Arduino, ils ont trouvé un garage d'un copain, ils ont mis 3-4 tables, de l'internet, et ils se sont réunis là, et ils ont commencé à faire tout un module de microcontrôleur, avec un succès pédagogique pour eux très fort, etc. Et ils se sont passés de l'infrastructure physique de l'université. Leur lieu d'apprentissage, c'était un garage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tant que l'université ne fait que garantir l'accès universel à la connaissance explicite, ce qu'elle faisait avant, ça ne sert plus à rien. Parce que l'accès universel à la connaissance explicite, il peut être fait autrement. Mais complètement autrement. Donc on n'a pas besoin d'aller en amphi, je suis désolé, sauf si on y est obligé, ou sauf si le cours est passionnant, ou sauf si... voilà. Mais techniquement, pour accéder à la connaissance explicite, on n'a pas besoin d'aller en amphi, on peut rester chez soi. Et de plus en plus, ce sera le cas avec les MOOC. Donc, on voit bien que le paradigme sur lequel on a conçu tous les lieux d'apprentissage, la bibliothèque et l'amphi, ce paradigme-là, boum, il n'existe plus vraiment en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'université. On a bien d'autres choses à faire, plein d'autres choses passionnantes. C'est ce que je vais dire aujourd'hui, maintenant. Mais cette branche-là, qui était le truc dominant et qui a guidé la manière dont on a conçu les espaces d'apprentissage, on l'a coupé. Allez, voilà nos apprenants de microcontrôleurs. Dans un Fab Lab, alors vous voyez, le lieu autour, ça ne ressemble pas du tout à un lieu traditionnel d'apprentissage. Voilà. Mais il y a plus emmerdant. Ok. Donc le paradigme, il s'est cassé la gueule, parce que l'accès explicite à l'explicite est devenu universel. Mais en plus, l'esprit des apprenants, c'est l'enjeu d'une lutte acharnée pour l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là ? Vous vous souvenez peut-être tous de ça.
Cette phrase avait fait un cataclysme dans le PAF, comme on dit. Ça avait été énormément reproché au patron de TF1, Patrick Lelay, qui a dit « nous vendons du temps de cerveau ». Il avait dit « mais vous savez, TF1 », on leur avait dit « oui, culturellement quand même ». Il a dit « oui, mais moi je suis là pour vendre du temps de cerveau disponible. La culture, je m'en fous ». Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Il faut savoir qu'il avait prononcé ça dans le cadre d'une conférence consacrée à l'économie de l'attention. Et donc il y a pas mal d'économistes qui en sont arrivés à la conclusion suivante. Dans le monde dans lequel on vit, la chose la plus rare qui existe, c'est votre attention. Vous n'avez une attention disponible qu'à peu près 14 heures, 12 heures, 16 heures par jour, selon les individus, selon les jours et votre état de fatigue. C'est ça votre capital, votre attention. Et qu'allez-vous faire de votre attention chaque jour? C'est ça l'enjeu pour beaucoup de gens aujourd'hui dans l'économie. Le but de Facebook, c'est d'avoir votre attention le plus possible. Plus vous passerez de temps sur Facebook, plus Facebook peut vendre cher ses espaces publicitaires. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous la marchandise. Dites-vous bien ça. Tout ce qui est gratuit sur l'Internet, c'est que c'est en fait vous qui êtes à vendre. C'est votre attention qui est en train d'être vendue. Plus vous passez de temps sur TF1, plus TF1 a quelque chose à vendre. Votre attention. Ça, c'est l'économie de l'attention. Et croyez-moi, dans l'économie de l'attention, il y a des gens qui sont bien meilleurs que nous. Bien meilleurs que moi, bien meilleurs que les profs. C'est des vrais pros de ça. Ils ont fait de la psychologie, ils ont mis en place des dispositifs captivants, fabuleux, qui font qu'ils nous prennent ils prennent l'attention des étudiants. Ils prennent l'attention, ils sont très forts à ça. Ça, c'est une image que je vois sans arrêt. Vous allez en amphi, ouvrez les ordinateurs. Des fois, on le sait. Voilà, ils sont sur Facebook. Okay, pendant. Donc leur attention, elle est coupée en deux. Vous avez en amphi, vous avez des gens qui ont 40% de l'attention pour vous, 20% pour leurs voisins et 20% ou 30% pour Facebook ou Twitter ou autre chose. C'est vrai. C'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, je vous interdis Facebook, on peut essayer. On peut essayer, sauf que tout le monde connaît le Alt-Tab. Il faudra enlever les touches Alt-Tab peut-être, je ne sais pas. Après, on peut trouver plein de manières. Je ne vais pas parler de ça spécifiquement. On peut trouver plein de manières. Peut-être l'utiliser, Facebook. Nous, les étudiants, ils ont des groupes. Par exemple, il y a un groupe, comme je m'occupe d'une espèce de master, là, une majeure, il y a un groupe. Et je suis dessus. Et des fois, quand j'ai besoin de leur dire quelque chose, je sais qu'il vaut mieux que j'aille le poster sur la page Facebook de ce groupe, plutôt que je leur envoie par email. Ça ne marche pas l'email, ils ne regardent pas. D'ailleurs, souvent on dit « Ah ben j'ai pas rendu monsieur parce que je ne regarde pas mes emails ». Non, au début, dans fiche, je fais « Regardez l'email une fois par jour est obligatoire ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette règle? Dans l'économie de l'attention, vous êtes face à des pros. Donc, c'est pas facile. Donc voilà, ça fait une deuxième chose qui fait que ça casse un peu le modèle de la transmission. D'abord, l'accès à la connaissance est universel, et en plus, ils ne sont pas vraiment avec nous. Sauf si on est très fort, ou sauf si on fait autrement, sauf si on organise l'apprentissage autrement, et sauf si on insiste sur autre chose, dont on va parler. Donc là, j'ai fait peur un peu, mais maintenant je vais rassurer. Alors, deuxième partie, mais si l'on comprend que la connaissance est aussi tacite, distribuée, et que l'apprentissage est situé dans la sociomatérialité. Alors, qu'est-ce que c'est tacite? Qu'est-ce que c'est tacite? C'est l'autre versant de la connaissance. Et ça, ce sont les travaux de John C. Brown, qui est un sociologue américain, du guide, etc. Voilà. Ça, c'est comment, explicitement, on apprend à faire du vélo. Quelqu'un ne sait pas faire de vélo ici? Vous dites la vérité, vous savez tous faire du vélo. Bon, imaginons que quelqu'un ne sache pas faire du vélo, que je lui montre ça. Je lui fais un cours là-dessus. Ensuite, je lui fais une interro, un DS. Il a 20 sur 20 parce qu'il a vraiment bossé. Est-ce qu'il saura faire du vélo en sortant d'ici? Non. Il sera très fort sur l'explicite. Ça, on explicite comment faire du vélo. Mais le tacite, il ne sait rien. Le tacite, c'est ce qui est dans le corps, dans la société, dans l'environnement. C'est la partie de la connaissance immergée de l'iceberg. C'est ça. Si la connaissance est un iceberg, les interactions, ce qui vit dans votre corps, la partie immergée de la connaissance dans votre corps, est la plus importante. L'explicite n'est qu'une expression de la connaissance. Mais en fait, c'est un appauvrissement aussi de toute la richesse de la connaissance. Vous pourrez demander à un judoka de vous expliquer comment il fait tel geste. On pourra même vous l'écrire avec des schémas, mais tant que vous ne l'avez pas ressenti, c'est un appauvrissement. Il faut le ressentir. Et c'est même vrai
dans ce qu'on n'imagine pas, c'est même vrai dans le codage. Donc ça, par exemple, il existe un truc, vous regarderez sur Internet, qui s'appelle Coding Dojo. Par exemple, pour coder en informatique, il y a des gens qui organisent des dojos, comme on fait du judo, du karaté, de l'aïkido, parce qu'ils se sont rendus compte que travailler à plusieurs, refaire, recommencer, se tromper, recommencer, jusqu'à ce que ça devienne des automatismes pour coder. Au début, même si on sait le langage, on galère, mais vraiment, parce qu'on n'a pas les raccourcis, on n'a pas les réflexes, on n'a pas toute une connaissance qui est inexprimable, de la connaissance. Je le sais parce que je le sais, c'est l'expérience. C'est parce que j'ai bossé, c'est tout ça. Toute cette partie explicite de la connaissance. Eh bien, on peut aller sur Wikipédia tant qu'on veut, c'est pareil. On ne va pas apprendre grand-chose d'autre que l'explicite. Et encore, même si on fait l'effort de l'apprendre par cœur, Wikipédia. Si on ne fait que consulter Wikipédia, en fait, on n'apprend rien. On accède à de la connaissance explicite, mais on n'apprend rien. D'abord, on ne mémorise pas, mais en plus, on ne met pas dans le corps. Parce qu'il faut pratiquer. Il y a zéro pratique. C'est assez marrant d'ailleurs, comme on voit quelle importance on a pris l'habitude de donner au tacite par rapport à l'explicite, parce que finalement on s'occupe plus trop pas assez du tacite. C'est-à-dire qu'à l'école on fait le tacite, puis après on leur dit bon pour l'explicite, il y a des stages obligatoires en entreprise, sinon vous bosserez par groupe chez vous, puis vous nous rendrez un truc pour la semaine prochaine, et puis vous aurez un truc. Mais on s'est désintéressé un peu de ça, de moins en moins, mais à une époque. Alors que finalement, c'est là que ça se passe, c'est là que l'apprentissage il s'ancre vraiment dans les gens. Donc du coup, on met tout le paquet sur ce qui n'est pas important, et on se débarrasse un peu du reste. Et c'est exactement le contraire qu'on devrait faire, c'est-à-dire mettre beaucoup moins le paquet sur l'explicite, parce que c'est en ligne, c'est partout, il y a des vidéos, on est en train de les faire là, les MOOC. Dans 2-3 ans, dans 4 ans, tous nos cours pourront être consultés. C'est le reste qui est important. Donc c'est pas le mot connaissance, c'est le verbe. Apprendre, c'est de l'apprentissage, notre job, et pas l'accès. Ça, c'est un aspect hyper important de la connaissance, tacite versus explicite. Et l'autre aspect important, c'est le fait que la connaissance soit distribuée. Et là, c'est les travaux de Hutchins qui ont montré ça, en disant que dans les univers technologiques complexes, il ne faut pas croire que la connaissance, elle est toute embarquée dans un être humain, ou dans une seule personne. En fait, elle est totalement distribuée dans son environnement. Ça, c'est un cockpit d'un avion. C'est absolument incompréhensible pour un non-pilote, ça prend des années. C'est pas du tout explicite, pour le coup, et pas du tout évident de comprendre. Mais même le pilote, lorsqu'on l'interviewe, au bout d'un moment, il a totalement intégré, comme excroissance de sa connaissance, tout ce qui se passe dans le cockpit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il savait que telle jauge, ça correspond à un capteur qui est situé en bout d'aile et que ça lui donne telle information. Il l'a appris. Mais maintenant, il fait confiance juste à cette... Il l'a dans le coin de l'œil et il sait que quand c'est vert, il faut qu'il fasse ça. Il n'est pas en train de redire « Ah, donc le capteur, il a... » Il fait confiance à la machine. Cette connaissance est stockée dans la machine, elle fonctionne d'une certaine manière, et lui, il s'appuie dessus. Et c'est pareil pour un étudiant aussi qui est en train d'apprendre. C'est-à-dire que vous avez les choses autour de vous, un post-it ici, un ordinateur là, j'ai des choses dans ma Dropbox, j'ai tout un environnement, comme ça, un environnement d'apprentissage sur lequel je m'appuie. Et en fait, ce qui est en train d'apprendre, ce qui est en train de faire un apprentissage, c'est cet ensemble-là. C'est ça l'idée de la connexion distribuée. Et parfois même, elle est distribuée entre personnes, puis dans le temps aussi. C'est-à-dire que des fois, on est à plusieurs pour résoudre un problème. Je dis, telle partie du problème, c'est Jean-Luc qui s'en occupe, je sais, il est super bon, donc pour l'instant, je ne m'en occupe pas. J'ai juste la partie de connaissance qui me permet d'interfacer avec lui quand il sera prêt. Mais je n'ai pas besoin de savoir ce que lui sait. Et pourtant, c'est nous deux qui allons résoudre le problème, parce que c'est nous deux qui avons toute la connaissance nécessaire pour résoudre le problème. Donc la cognition réelle, elle est totalement distribuée dans le social et dans les objets. Ça, c'est l'environnement numérique d'un étudiant. Voilà, ça, c'est une notion un petit peu spéciale qui a été souvent mal comprise et qui a créé énormément de débats parce que les gens ils disaient bah oui, mais alors l'homme dans tout ça, etc., etc. Et ben, les objets, c'est l'homme qui les a créés aussi quand même. Au contraire, je trouve que c'est très bien. Ça veut dire qu'on s'appuie sur les gens, les autres. On s'appuie sur la collectivité et sur le collectif. Et ça nous amène à la troisième chose, c'est que s'il est distribué, c'est qu'en fait il est situé. Donc là aussi il y a beaucoup de travaux sur la Leib et Wenger, etc., sur la cognition située. Bon.
ça nous amène à la notion de la sociomatérialité. Et je vais vous la faire très simple, la sociomatérialité, c'est un gros mot, mais c'est hyper simple, c'est ça. Ça, c'est une tablette cunéiforme des Mésopotamiens. Personne dans cette salle n'a jamais vu un Mésopotamien. Moi non plus, personne. Pourtant, il y a des spécialistes de la Mésopotamie et qui nous font des images comme ça. Ils disent voilà, les Mésopotamiens, ils vivaient comme ça, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Pourtant, qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'on a trouvé des Mésopotamiens à part leurs objets techniques? C'est tout. On a leurs objets techniques, leurs artefacts, comme on dit chez les sociologues. Ils ont laissé des artefacts. Et c'est pareil pour les gens qui travaillent sur les civilisations précolombiennes ou pour les gens qui travaillent sur Néandertal. Eh bien, juste avec les objets laissés par ces gens, on est capable d'imaginer qu'ils avaient des rites de la mort, qu'ils pratiquaient le chamanisme, ou qu'ils mangeaient ceci, ou qu'ils faisaient cela. On réimagine leur société à travers leurs objets. C'est ça la sociomatérialité, c'est de montrer à quel point l'activité collective humaine, elle est totalement imbriquée avec nos objets techniques. On ne peut pas s'en défaire. Moi, je suis venu en voiture, etc. Ça a été fabriqué par une entreprise. Enfin, tout ce qui est là, il n'y a pas d'humain sans technique. Donc, le côté sciences humaines et sciences de l'ingénieur, c'est artificiel, en fait, comme limite. Même la science dure, c'est de la science sociale. Si moi, j'ai fait ma thèse sur les processus collectifs de recherche et d'innovation, et j'ai regardé des laboratoires, mais avec un œil de sociologue, et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tribu qui est en train d'interagir pour créer de la connaissance, mais ils ont leurs rites, ils ont leurs objets qu'ils ont bricolés eux-mêmes pour pouvoir faire une expérience, etc. C'est totalement imbriqué. Et bien, l'apprentissage aussi, il est totalement imbriqué dans les lieux. Donc, la manière dont est fait un lieu influe directement sur la manière qu'on a d'apprendre. Donc, si on continue à se trimballer des lieux issus du paradigme de la transmission, eh bien, on est en tension. On est en tension parce qu'il ne marche plus. Il faut donc qu'on ait des nouveaux lieux pour des nouveaux modes d'apprentissage. Comprenez le truc? Et ça nous amène à ça. C'est que du coup, si on refait de l'ethnographie, on parlait d'ethnographie tout à l'heure, c'est-à-dire, ok, imaginons que je débarque, je ne sais pas comment marche l'enseignement supérieur, et on me dit, voilà, il y a des gens dans ce lieu qui sont en train d'apprendre. Est-ce que tu peux voir comment ils apprennent? Ok, je me promène et je prends des photos. Je ne vais pas aller qu'en amphi. Et je vais voir des gens assis dans un couloir, en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre là, ils sont dans leur processus d'apprentissage, ces gens-là. Ils sont peut-être pas en amphi, mais ça fait partie de leur apprentissage. Ils passent beaucoup de temps à se coordonner. T'as compris quoi, etc. Ils sont en train d'apprendre là concrètement. Toute la partie tacite. Et là, sur la pelouse là dehors, ou ici, ils sont en train d'apprendre aussi. Et le processus d'apprentissage, il dure toute la journée de la vie de l'étudiant. Et là, ils sont à la cantine, en train d'apprendre, dans un restaurant, ou même dans un Starbucks Coffee. Ça, c'est des vraies photos que j'ai trouvées. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont dans les McDo ou les Starbucks, mais pas juste pour déconner. Parfois, ils vont pour faire leur cas, pour bosser. C'est-à-dire qu'on les met dehors quasiment. On les envoie dans le privé, dans des entreprises, pour qu'ils puissent faire leur cas, alors qu'on pourrait faire ça chez nous aussi, éventuellement, puisqu'ils ont besoin de lieux conviviaux pour travailler collectivement, faire leurs apprentissages. Et ils vont les trouver, vous inquiétez pas. Ils vont les trouver, ici ou ailleurs, puisque ça fait partie de leur processus, leur sociomatérialité de l'apprentissage. Elle est là. Donc du coup, si on comprend tout ça, l'aspect tacite, distribué, sociomatériel de l'apprentissage, on se dit que d'autres lieux peuvent être imaginés. D'autres lieux peuvent être imaginés avec en particulier, et autres gros mots, j'ai fait exprès de mettre plein de gros mots, des affordances favorisant l'apprentissage. Alors, ça va? Pas trop touffu, ça va tout... Bon. Alors, affordance. Qu'est-ce que c'est affordance, forcément, vous allez me dire? Bon, voilà. Alors ça, je dirais que ça a une excellente affordance. Parce que je ne sais pas ce que c'est, mais je sais comment on s'en sert. Comment on s'en sert, d'après toi, de ça? On appuie dessus. Où? Au bout, là? Tu mets ton doigt là, comme ça? Non? Là? Tu as envie de le prendre comme ça, de la poignée? Voilà. Voilà. Ça, c'est parce que c'est un objet qui a une excellente affordance. Qu'est-ce qu'il y a comme objet? Alors voilà, là, ça, c'est une super affordance. Parce que là, même si j'arrivais d'un peuple premier, et que j'ai jamais vu, j'arrive là, ça marche.
J'ai compris tout de suite comment ça marchait. Ça, par contre, l'affordance, elle est moyenne. Avant que je vais m'asseoir dessus, peut-être. Avant que je comprenne comment ça marche, il va falloir que j'ouvre un peu partout, que je tâtonne. L'affordance, c'est la capacité qu'a un objet à induire son usage. Donc, toujours dans l'histoire de la sociomatérialité, on se rend compte qu'en fait, il y a des objets qui sont tellement, ou des espaces, ou des trucs physiques tellement bien faits, tellement bien conçus, qui nous forcent ou qui nous amènent à agir d'une certaine façon. Ça, c'est bien. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des affordances, vous voyez où je veux en venir, qui amènent les étudiants à rester chez nous, à apprendre, à travailler ensemble, etc. Est-ce que l'affordance d'un amphi est bonne pour faire de la collaboration? Vous pourriez collaborer avec lui ou... Pas évident. D'abord, il y a un qui parle, donc je ne m'entends plus parler, taisez-vous. Donc, l'affordance est mauvaise pour la collaboration de cette salle. C'est vraiment une salle faite pour ce que je suis en train de faire là, une conf. Mais dès qu'on va passer au reste, l'affordance n'est pas très bonne. Voilà. L'affordance de cette salle, c'est une salle où on peut travailler à deux. Ça, c'est sûr. C'est une bonne salle de travail à deux. Après, bien sûr, les profs sont pas fous, ils sont malins, ils ont bien compris. Ça, c'est mobile quand même. Hein. Mobilier, ça vient de mobile, hein, souvent. Donc, comme c'est du mobilier, c'est mobile. Donc, il faut le mobiliser. Et donc, en effet, on le sait bien que si on met ces deux chaises-là, tac, on peut bosser à 4, on peut bosser à 6. Donc ça, c'est quand même pratique, ce genre de salle de classe. Hein. Il y a des affordances possibles pour la collaboration, pour le tacite. Et ça, qu'est-ce que ça a comme affordance? Qu'est-ce que vous en pensez? Et maintenant, je vais vous dire, et si je mets ça dans une salle de classe, qu'est-ce qui se passe? Et si je mets une boîte de craie et une table noire dans une classe? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben nous, donc à l'ISEN, c'est là que j'en arrive à la troisième partie, ça fait quelque temps qu'on essaie de tester des lieux avec des affordances différentes. Et donc on a fait ça. Donc ça, c'est des photos maintenant que je vais vous montrer qui viennent d'espaces qu'on a aménagés à Toulon. Bon, voilà, c'est ce qui se passe typiquement. Hein. Donc là, il y a des étudiants qui étaient en train de bosser sur un circuit. Je crois que vous reconnaîtrez un Arduino sans doute là en haut. Et là, il y a un capteur RFID. Là-bas, il y a un petit moteur, un petit servomoteur, quelques diodes, etc. Il y a un montage simple. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Donc, il y a un prof qui est passé, il a expliqué, il a dessiné sur la table, et il est reparti, et voilà. Donc, nous, on s'amusait à prendre plein de photos de ce qui se passait. Hein. Là, vous avez des étudiants qui travaillaient sur un pot de fleurs connecté. Voilà. Donc, il vaut mieux faire un dessin avant de faire un proto, ou même de sortir un ordinateur. C'est bien le dessin. Le tacite, il passe par là, il passe par le corps. Hein. Donc, on prend des craies, on efface, on recommence, etc. Et là, je mettrai un capteur. Ah oui, mais du coup, on ne verrait plus la LED. Ah ben, il faut faire un trou. On réfléchit mieux avec un papier et un crayon, hein, très souvent lorsqu'on conçoit. Et ça donne ça, d'ailleurs, hein, quelques jours après. Ça, c'est sorti du Fab Lab. On a un Fab Lab. Donc après, ils sont passés de là au fichier, puis du fichier au Fab Lab, donc un autre lieu avec d'autres machines, Les machines du Fab Lab, c'est aussi de la cognition distribuée, c'est-à-dire qu'elles savent faire des choses, et donc je m'appuie sur elles, et je collabore avec les machines, et je sors ça, un peu plus tard. Et puis, on a laissé dans cette salle plein d'autres trucs. Alors, les tables aussi de ping-pong, elles sont pratiques parce qu'elles peuvent se refermer. Et il y a un local à côté dans lequel ils les rangent. Il y a des craies, il y a des tableaux Velleda, il y a des feutres, donc ils peuvent bosser. Et du coup, on les fait bosser un peu différemment. Et nous, on est, dans ce cas-là, l'enseignant, il est maître du temps. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà le problème que vous devez résoudre. Vous avez 45 minutes pour faire un premier schéma d'architecture. Et vous le postez sur tel blog. Et c'est parti. Tac. Et là, ils se démerdent. Mais on met de la pression. On met de la pression en termes de temporalité et on est exigeant sur le résultat. Hein. Du coup, ça crée une espèce d'ambiance différente. Donc là, on revoit la même salle encore. Ça, c'est la salle, on l'a appelée Ici Lab. Donc, elle a été conçue en plus comme une salle de danse, c'est-à-dire qu'il y a du parquet sur le sol et il y a des miroirs. L'idée, c'était de créer, c'est les affordances d'une salle de danse, ça pousse à utiliser le corps, ça pousse à être debout, ça pousse à exprimer, à s'exprimer. Et donc, du coup, bon là, mauvais exemple, ils sont assis, mais ils sont souvent debout aussi, et c'est totalement assumé et compris dans le lieu. Et la salle peut devenir aussi, tout d'un coup, hop,
autre chose, on enlève les tables, on met les... Donc elle est très modulaire. Voilà. Et puis voilà, du coup, ça collabore. Bon. À Nîmes, c'est ce que vous avez mis en place aussi, hein, j'ai vu, hein, donc c'est très bien. Hein, on voit bien que vous avez insisté aussi sur les faits de pousser à se former entre eux, puisque l'apprentissage, il est distribué aussi entre collègues. Hein, c'est-à-dire, toi, tu as compris ça, moi, je ne l'ai pas encore compris, tu me l'expliques. L'apprentissage se fait aussi comme ça. Et ce n'est pas dans l'amphi qu'on va le faire, bien sûr, c'est dans d'autres lieux. Et il y a un aspect culturel. Hein. Dans l'ICI-Lab, il y a une charte qui a été établie par les étudiants, où on les amène à avoir une attitude particulière. Donc la bienveillance, c'est très important. Alors, on peut se chambrer et rigoler, mais l'important, c'est d'être bienveillant. Y compris nous, vis-à-vis d'eux, et eux vis-à-vis de nous, et eux entre eux. L'expression, parce que souvent, ils hésitent à s'exprimer. Dans l'idée, c'est un peu ici j'ose, parce que on leur a dit qu'il y avait une bonne réponse, en fait, alors qu'il faut se tromper, souvent, faut tâtonner. D'où l'idée d'avoir des dispositifs avec une affordance qui permettent de se tromper. La craie ou le crayon permet de se tromper. Je recommence, j'efface, non c'est pas ça, ah c'est ça, ah oui c'est ça, tac, 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 tac. Je peux me tromper. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Voilà. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que ça a pris, cette histoire-là, alors maintenant, on fait carrément, on a des lieux, on a un hall qu'on a appelé l'espace de coworking, qu'on partage avec d'autres, qu'on partage avec une école de design de Cage, qu'on partage avec Toulon Var Technologies aussi, qui est une association qui favorise l'innovation et l'entrepreneuriat. Et on a créé plein d'espaces comme ça, où on mélange les gens. Et on crée des dispositifs pédagogiques un peu différents. Par exemple, ça c'est la Fab Week, c'est en 3e année, une semaine bloquée, où les étudiants doivent travailler en groupe pour résoudre un problème, avec un dispositif technologique. Ils expliquent comment ça marche, etc., etc. Et là, dans ce cas-là, on les met un petit peu dans un espace ouvert, comme ça, avec tout un tas de tableaux, de post-it, de trucs. Et les profs, on se promène. Et on va les aider ici et là. Et on leur donne des points de rencontre. L'amphi, du coup, est utilisé aussi comme lieu de diffusion, mais de diffusion de eux vers eux. C'est-à-dire, par exemple, tous les 2 jours, ou tous les jours, en fin de journée, rendez-vous en amphi, et chaque groupe dit, voilà, mon schéma d'architecture, voilà où j'en suis. Et il l'explique à tous les collègues. Et les collègues peuvent faire des retours. Là, c'est vraiment très innovant cette semaine-là, la Fab Week. Et ça nous amène des clichés sympas où on les voit qui travaillent différemment. Et là, par exemple, voilà, ça c'est un prof. Et on voit qu'il est avec eux en train de prendre des notes, leur expliquer, etc. C'est pas plus de temps de cours hein, pour un prof. Finalement, se promener, il y a 100 étudiants en même temps. Hein, et il y a 3 ou 4 profs, 2, 3 profs qui se promènent en temps réel. Donc ce n'est pas un plus gros investissement pour nous de temps avec eux. Mais par contre, on n'est plus du tout sur du tacite, sur de l'explicite. Pardon. On n'est plus du tout en train de leur dire le cours il a déjà eu lieu. Il y a eu quelques cours avant pour leur expliquer quelques bases et après, l'idée c'est qu'ils comprennent qu'ils peuvent apprendre aussi par eux-mêmes, ensemble, tester, etc. Vous comprenez? Ça c'est le Fab Lab. Hein. Donc là, il y a des petits objets un peu partout pour bricoler, essayer des choses, etc. Voilà. Et ça, c'est un autre lieu, c'est au 6e étage du bâtiment. C'est intéressant puisque c'est une cantine, c'est une cuisine équipée. Et la cuisine équipée, elle est ouverte à la fois à des gens qui sont en création d'entreprise, à des étudiants qui sont sur certains projets techniques, aux profs, et c'est à disposition. Donc ils peuvent y venir, se mélanger, discuter de leurs problématiques diverses et variées. Et l'idée, c'est que le lieu, on se sente bien dans ce lieu. Ça, c'était, je vous ai montré tout à l'heure des photos de Starbucks Café. Voilà. Moi, je préfère qu'ils soient là qu'au Starbucks. Parce que, ma foi, on fait notre job aussi quand on est en train de bosser ensemble. Hein. Ça, c'est donc le coworking au rez-de-chaussée. Et on voit que là, par exemple, il y a une conférence de Google qui était venu nous expliquer 2 ou 3 choses. Et là, c'est des conférences qui sont ouvertes à la fois à des entrepreneurs, des cadres du coin, mais aussi aux étudiants sur certains horaires. Donc là encore, on essaie de créer ce mélange. Vraiment d'essayer de casser les apprenants et ceux qui savent. Et souvent, il y a des apprenants qui savent plus que d'autres. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont très pointus sur un domaine, on s'en rend compte. Il y a des perles, il y a des gens qui ont créé des boîtes chez nous alors qu'ils étaient déjà en terminale. Mais on ne le sait pas. On leur demande. Et là, en discutant avec eux, en travaillant avec eux, on se rend compte qu'ils sont super pointus, par exemple, sur un domaine, voilà. Et là, au moins, ils participent à la communauté. Voilà, là, c'est un autre lieu qui est au 6e étage aussi, qui est consacré. Ça c'est un incubateur. Voilà. Donc, l'idée de l'incubateur, et souvent, il y a les étudiants de 5e année ou 4e année qui souhaitent créer une entreprise. Ils ont on a un programme spécifique pour eux et ils peuvent passer du temps ici. Du coup, ils passent du temps avec d'autres gens qui sont plus vieux qu'eux, éventuellement, qui ont 25, 30 ans, qui sont dans la logique de vouloir créer une entreprise. Et ils discutent. Donc, ils apprennent beaucoup aussi, comme ça, par diffusion. Ça vaut bien un cours de marketing de passer 1 heure avec un gars qui a déjà fait une start-up et qui s'est planté. Ça vaut bien 4 ou 8 heures de marketing, je pense. En tout cas, ça n'empêche pas l'un, n'empêche pas l'autre. Mais le très bon cours de marketing, par contre, on peut le trouver en ligne. Mais discuter avec un gars qui a déjà créé une entreprise et qui s'est planté et qui va avoir une interaction directe, ça ne se trouvera pas en ligne. C'est pas sur Internet. Ok ? Donc voilà. Donc du coup, on arrive à la fin. J'ai mis en gros, c'était la fin de mon petit texte là, préliminaire. Et je vais faire un schéma que j'aime bien. On va dire qu'ici, hop, voilà. Ici, ce sont les connaissances, knowledge, ou connaissances. Connaissance. Et ici, c'est la conscience. Au départ, lorsqu'on est apprenant, on est là. C'est-à-dire qu'on est un incompétent inconscient. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Très souvent, c'est le cas. Il y a des gens, ils sont sûrs qu'ils savent, mais en fait, comment savoir qu'on ne sait pas ? C'est difficile. C'est le jour où vous rencontrez quelqu'un qui est très pointu sur un domaine, vous dites « Ah ouais, en fait, je ne connais rien du tout, moi. Je croyais que j'étais bon en informatique, mais non. » Mais un apprenant commence toujours par là. Et dans le premier temps, on doit l'amener ici. Je sais que je ne sais pas. Il y a une prise de conscience. Prise de conscience. Et ça passe par l'échec, éventuellement, l'erreur. Mais pour pouvoir aller facilement dans l'échec et l'erreur, c'est bien d'être dans un climat bienveillant. Sinon, il y a des gens qui préfèrent rester là, du coup. Mais pour les amener là, ok, échec, je ne sais pas. Sans que ça soit castrateur, il faut quand même qu'il y ait un peu de bienveillance. Donc on est ici. Ensuite, on va se mettre à bosser. Donc on va explorer. On va faire de l'apprentissage. Et on va devenir conscient, compétent. Ça y est, je sais, je suis bon là-dessus. J'assure. Et puis, en travaillant beaucoup, on intègre. C'est-à-dire que tout devient de plus en plus tacite en nous. Et on devient un compétent, quelqu'un qui est très compétent, mais qui est inconscient qu'il l'est. Et c'est le cas typique qui nous arrive à tous, quand on est dans une posture d'enseignement. Enfin, c'est évident, quoi, quand même. Parce qu'on est face à quelqu'un qui, lui, est là. Donc, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Moi, je ne sais plus que je sais. Je suis très fort sur le domaine, etc. Et c'est très difficile de se remettre ici. Ici, finalement, c'est ce qu'on essayait de faire trop souvent. Ici, c'est la transmission. Je lui explique. Bon, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a qu'à, il faut que, tu fais ça. T'as compris, c'est bon, allez, let's go. Qu'est-ce qu'il me dit, lui, je m'en fous. Alors que finalement, ce que je préconiserais plutôt, c'est que notre job, c'est d'organiser quelque chose pour qu'il fasse ça. Et ça, c'est de la pédagogie. Elle a besoin d'espace particulier. Il faut les amener à l'échec, il faut les amener à apprendre et voir à recommencer. Jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous. Voilà. Donc ça, c'est un schéma que j'aime bien faire. C'est simple. Et puis, c'est en partie faux.
Parce qu'en fait, c'est ce que je disais ça il y a quelques temps. Et maintenant, j'ai évolué, parce qu'en fait, c'est ce que je mets. Il faut continuer à assumer la transmission. Parce qu'en fait, on sait quand même, ça fait partie du job, mais c'est surtout qu'on a autre chose à transmettre. Alors, ok, on peut continuer à transmettre du tacite, de l'explicite, mais d'une certaine manière. Il faut qu'on fasse ça. Parce qu'en fait, ils ont un problème. Nous avons tous un problème. Et on a un avantage, nous, qui savons depuis un moment, on va dire. Ça, c'est une exposition de théâtre, de peinture. La personne qui a fait l'exposition de peinture, c'est un curateur. On appelle ça un curateur, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Lui, il a fait de la curation. Le gars, il a probablement fait une thèse en histoire de l'art sur l'impressionnisme, donc il connaît l'impressionnisme par cœur. Et il y a des gens, donc lui, il est là. Il ne sait même plus qu'il sait par cœur l'impressionnisme. Et dans son musée, il y a des gens qui viennent, qui ne connaissent pas grand-chose à l'impressionnisme, mais ils ne savaient pas. Ils disent, oui, l'impressionnisme, ouais, je connais, il y a comment il s'appelle, la Monet, ouais, je vois à peu près, ouais, je connais à peu près, ouais. Mais puis là, il se rend compte, non, en fait, j'y connais rien. Parce que le curateur, dans la myriade d'informations, alors j'ai un mot que j'aime bien, c'est l'infobésité de l'Internet. Dans l'infobésité de l'Internet, dans l'infobésité de la connaissance, il a choisi les 25 œuvres qui, mises côte à côte, font sens. Et il est capable de raconter cette histoire. Donc, ce qu'il transmet, ce n'est pas l'accès à la connaissance, c'est une curation de la connaissance. C'est une synthèse, c'est des flags, des drapeaux, de l'hypertexte, de dire ça sert à rien, allez lire plutôt ça. Voilà. Et finalement, on transmet quand même, mais ce qu'on transmet, c'est de la méta-information. C'est pas, on ne dit pas, tiens, voilà l'encyclopédie, on ne l'a jamais fait. Donc il faut continuer à assumer d'avoir un job qui est celui de faire de la curation, d'extraire de tout ce qui se sait, de l'info, parce qu'on peut taper n'importe quoi sur Google, avoir plein de trucs, mais quelle est la valeur de ce qu'on va trouver? Et ça, c'est notre job, c'est de dire ça, c'est pas de valeur, ça a de la valeur. Donc ça, quand même, on continue quand même à faire de la transmission. Donc il faut remettre un peu de verre quand même. Hein. Et puis surtout, on transmet des comportements, de l'attitude. Parce que quand on y repense, ce dont on se souvient le plus de nos anciens professeurs, c'est pas forcément ce qu'ils nous ont appris, c'est qui ils étaient. On se souvient, lui, c'était quelqu'un de quelque chose, il était carré, il était bien, il était rigolo, il était charismatique, il était juste, il était loyal. On se souvient des qualités positives. Et donc, en fait, on a quand même un rôle aussi, c'est d'incarner une façon d'être qui va être, elle, transmise pour le coup. Ça, en sociologie, c'est connu, en psychologie, c'est connu. On transmet ce que l'on est explicitement. On n'a pas besoin de dire « sois gentil », si vous êtes, ou « sois juste », ou « sois exigeant ». Si vous avez des parents justes, exigeants, ou des enseignants justes et exigeants, il y a des chances que les étudiants deviennent peu à peu justes et exigeants, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut être, face à la connaissance. Voilà. Donc il y a quand même un peu de transmission. Donc, dans cette petite conférence, j'ai un peu forcé le trait. Hein. Après, à la fin, je reviens quand même pour dire, bon, allez, c'est pas aussi noir et blanc, c'est gris. Mais je pense qu'il faut qu'on repense nos espaces d'apprentissage. Hein. Et en fait, ça a toujours été connu, c'est une vieille phrase d'Aristophane, hein, former les hommes, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Voilà, c'est tout, c'est ma conclusion. Merci beaucoup de votre attention.